Vous devez savoir malheureusement que toutes les 10 minutes en Belgique, un citoyen décède directement des suites de son cancer. Ce qui veut dire que à la fin de cet exposé, il y aura malheureusement 12 personnes qui seront décédées directement des suites de cette maladie. C'est une maladie qui touche tout le monde, indépendamment de l'âge, des opinions philosophiques, de la classe sociale. Donc c'est un problème global. Et je suis donc ravi de vous voir nombreux épouser cette cause remarquable. Alors le problème du cancer, c'est que c'est un problème qui ne fait que de s'accroître. Et on va essayer de voir pour quelles raisons. Okay. D'abord, vous voyez qu'en 2000, plus de 10 millions de nouveaux cas de cancer ont été recensés de par le monde et 6 millions d'humains en sont décédés. On dit souvent que le cancer est une maladie liée à l'âge. Et donc se dit finalement, il faut bien mourir de quelque chose, donc voilà, pourquoi pas le cancer finalement. Mais lorsque l'on regarde les chiffres donnés par les études épidémiologiques, on se rend compte que le cancer est la première cause de mortalité avant l'âge de 65 ans. Ce qui veut dire que l'âge n'est pas vraiment la cause première. Donc pourquoi est-ce que ce cancer touche de plus en plus de personnes jeunes et finalement des personnes qui vont être malades et qui vont en mourir? Les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé sont peu encourageantes. On prévoit en effet que d'ici 2020, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cancers diagnostiqués, pourrait augmenter de 50%, avec 15 millions de nouveaux cas par année. Vous devez savoir qu'en Belgique, il y a environ 250 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués par année. Alors, pour bien mettre l'accent sur le fait que le cancer n'est pas lié exclusivement à l'âge, voici l'évolution du taux de cancer des enfants de 0 à 14 ans de 1975 à 2001. Et on voit malheureusement qu'il y a une augmentation continue avec des petites variations de cette incidence de cancer. Heureusement, la mortalité diminue, ce qui veut dire que plus nous avançons dans notre connaissance de la maladie, et grâce notamment à des opérations comme le télévis, et vous verrez à la fin de mon discours l'impact majeur que peut avoir le télévis justement sur la survie, en particulier sur ce que nous comptons de plus cher dans nos sociétés, à savoir les enfants, sur justement leur capacité de pouvoir sortir vainqueurs du combat qu'ils mènent souvent avec beaucoup de courage. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le cancer est une maladie que l'on peut prévenir. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On peut le prévenir si et seulement si chacun d'entre nous modifions de manière significative et majeure notre mode de vie. Alors c'est ça qui est la difficulté, c'est à partir du moment où nous identifions les causes qui vont générer cette maladie, et vous allez voir qu'il n'y a pas une seule cause malheureusement, c'est un ensemble de petites choses qui tout ensemble vont faire des gros bouleversements dans la vie de votre organisme. Alors souvent, pour se déresponsabiliser, on dit ben voilà, c'est la malchance, et éventuellement c'est génétique. Okay. Alors c'est rassurant parce que si c'est porté dans vos gènes, eh bien vous ne pouvez rien faire. On peut pas, il n'y a pas de comptoir, on peut aller changer ces gènes. On dit écoutez, j'ai hérité d'un mauvais génome, vous n'en aurez pas un autre. Mais lorsque l'on voit les causes de cancer, comme ceci est représenté dans ce document, on voit que les causes génétiques transmises de génération en génération par les parents à leurs enfants ne sont responsables que de 5 à 10% de tous les cancers. Et que 95% de tous les cancers sont directement liés à l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose de très large et bien entendu, on en parle beaucoup. Vous êtes tout à fait informés régulièrement par les médias de l'impact de l'environnement, la pollution, etc. En ce qui concerne le tabac, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que l'utilisation du tabac est responsable pour un peu moins d'un tiers de toutes les morts par cancer. Okay. Donc, dès que vous décidez de fumer, vous prenez un ticket vers cette pathologie et généralement, ce n'est pas extrêmement facile à vivre que d'avoir un cancer du poumon qui est un cancer extrêmement morbide, c'est-à-dire qui va vous rendre très malade.
Donc ça, c'est pas étonnant. On sait que les infections également vont jouer un rôle, 15 à 20%. Les hépatocarcinomes, c'est-à-dire les cancers primaires du foie, sont associés de plus en plus à une infection préalable par des virus comme l'hépatite par exemple. Mais ce qui est plus étonnant, alors d'autres, par exemple, on a le soleil, on en parlera tout à l'heure, et à côté de ces facteurs plus ou moins connus et attendus, et dans les infections, j'ai oublié de mentionner le cancer du col de l'utérus qui est associé à l'infection par le papillomavirus, dont on a proposé un vaccin dont comment dire, l'efficacité relative reste à mon avis encore à être démontrée. Mais ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte que finalement, la plupart de nos cancers naissent à travers nos assiettes. 30 à 35% des morts par cancer sont dues à l'alimentation. Et donc, c'est déjà plus que le tabac. Mais si vous y ajoutez l'alcool qu'on peut considérer comme faisant partie de nos habitudes alimentaires et l'obésité, un véritable fléau qui prend des allures épidémique dans le monde entier, indépendamment du niveau socio-économique, tous les pays sont touchés, eh bien, si on ajoute l'obésité qui est directement liée à l'alimentation, vous n'avez aucun doute à partir de ça. Les personnes qui disent « moi je suis gros mais je mange rien », c'est pas vrai. Vous les enfermer pendant un mois rien qu'en buvant, ils perdent du poids. Et vous démontrez qu'en fait, ils vous ont menti quand vous disiez « écoutez, docteur, je ne comprends pas, je mange rien et je grossis ». Donc finalement, l'obésité est directement liée à l'alimentation et plutôt à notre mauvaise alimentation. Alors, avant de pouvoir examiner les causes et les mécanismes par lesquels l'alimentation va avoir un impact aussi important sur le cancer, permettez-moi de vous rappeler, puisque je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement liées à la biologie, qui ne connaissent pas nécessairement ce qu'est un cancer. Un cancer, c'est une maladie pour beaucoup qui est mystérieuse. Le cancer, c'est une maladie de nos cellules. Et donc, ces cellules, finalement, qui sont l'unité fondamentale de tout organisme vivant, ces cellules vont se présenter sous différents types. Chaque cellule a la même information génétique, celle héritée de vos parents. Et pourtant, elle va être capable de devenir au moins 120 types de cellules différentes qui, ensemble, vont former des organes. Ainsi, vous avez les tissus épithéliaux, le tissu nerveux, les tissus conjonctifs osseux, le sang, qui vont former des organes, le cerveau, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le tube digestif, et enfin, l'ensemble de ces organes vont former un organisme. Chacun d'entre vous, vous ne représentez pas moins d'une communauté de 100 000 milliards de cellules. Vous êtes un ensemble de 100 000 milliards de cellules plus ou moins bien organisées, le plus souvent plutôt bien que moins bien, bien sûr. Alors, vous avez l'impression que, à partir du moment où vous avez atteint l'âge adulte, vous êtes stable, que demain, vous serez le même, que dans un mois, vous serez un peu différent, mais essentiellement le même. Quand vous regardez tous les jours dans la glace, vous ne dites pas, tiens, c'est quelqu'un d'autre, tiens, c'est moi, vous vous reconnaissez, vous êtes le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous renouvelez vos tissus. Et vous devez savoir que chaque jour, toutes les 24 heures, vous devez déplorer le décès de 200 millions de cellules. 200 millions de cellules en 24 heures vont mourir. Donc d'ici demain, il y aura environ 100 millions de cellules, puisqu'on est déjà, la journée est bien entamée. Ce qui veut dire que toutes les secondes, au moment où je vous parle, 2 300 000 cellules meurent. Ne vous tracassez pas, ça va aller. Elles vont, vous n'allez, et celles en disant chic, je vais perdre du poids, non, elles sont remplacées. Elles sont remplacées parce que justement l'organisation de notre corps et sa stabilité apparente est obtenue grâce au respect de 2 lois fondamentales. Donc vous avez compris que votre corps est un chantier en continuelle construction-déconstruction. Et pour que, en fait, vous puissiez vous reconnaître le matin dans la glace, eh bien, les cellules qui meurent doivent obéir à certaines règles lorsqu'elles sont remplacées par d'autres. Et notamment, le nombre de cellules d'un tissu donné est stable.
C'est-à-dire que le nombre de cellules au niveau de votre visage va rester plus ou moins stable. C'est-à-dire que le nombre de cellules qui meurent est exactement remplacé par le nombre de cellules qui meurent. Imaginez qu'il y ait des cellules qui se multiplient, donc qui s'accumulent plus que celles qui meurent. Vous allez avoir une accumulation de cellules, vous allez avoir une boule. Cette boule va former ce qu'on appelle une tumeur. Une autre règle importante, nous avons vu que les cellules sont organisées en tissu, en système, c'est la loi de la territorialité, hein, que l'humain connaît bien entre populations. Chacun doit rester à sa place, il y a des frontières. Et donc, généralement, les cellules qui appartiennent à un tissu, ici vous avez par exemple un épiderme de la muqueuse buccale qu'on appelle un épiderme épidermoïde, repose sur un tissu conjonctif, ici avec des fibres, eh bien, ces cellules sont séparées par une structure que vous ne voyez pas ici, qu'on appelle une frontière biologique, une membrane basale, qui assure justement le respect de cette intégrité territoriale. Alors, ceci est une jolie image avec une technique de microscopie à fluorescence où on a justement essayé de vous montrer cette barrière qui sépare clairement l'épithélium du tissu conjonctif sous-jacent. Okay. Et donc, pour que tout fonctionne bien et que vous soyez en bonne santé, ces deux règles doivent absolument être respectées. Le nombre de cellules qui se divisent correspond exactement au nombre de cellules qui meurent, et une cellule de l'épithélium reste dans l'épithélium et ne va pas se mélanger avec les cellules des autres tissus. Il y a une seule exception de cellules qui peuvent traverser les barrières, ce sont celles qui ont la mission de veiller à notre intégrité et qui sont les cellules de l'armée de défense de notre territoire, c'est-à-dire les cellules du système immunitaire. Elles peuvent traverser sans problème, elles ont des codes, elles ouvrent les portes et elles peuvent aller, s'il y a un intrus ici, s'il y a un germe hostile, eh bien elles peuvent sans problème traverser la barrière et aller exploser l'ennemi pour qu'il soit détruit, bien entendu. Donc, une notion importante pour comprendre justement ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation, c'est de bien comprendre que la stabilité apparente est le résultat de systèmes où on va mettre en équilibre la division et la mort. Et pour que vous compreniez bien, par exemple, lorsque vous devez régler la vitesse de votre véhicule, on va dire 60 km/h ou un peu plus, okay, eh bien, vous avez un accélérateur et un frein. Si, donc pour rester à 60, ben vous pouvez avoir votre pédale d'accélérateur à une certaine vitesse si la route est plate à une certaine profondeur. Si la route monte, vous devez pousser sur l'accélérateur. Si elle descend, vous devez freiner, sinon vous allez trop vite. Eh bien, la cellule, elle utilise un ensemble de freins et d'accélérateurs pour contrôler le rythme auquel ces cellules vont se diviser pour justement assurer l'équilibre du nombre de ces cellules. Okay. Ces facteurs sont des facteurs donc régulateurs de la division cellulaire. Okay. Alors, ces facteurs, ce sont essentiellement des protéines. Les protéines, ce sont les molécules actrices de la vie. Okay. Il y a plusieurs catégories de molécules qui entrent dans la composition des organismes vivants. Il y a les carbohydrates, ce sont essentiellement une source d'énergie. Il y a les lipides, source d'énergie de réserve, mais également qui contribuent à construire les structures de nos cellules. Il y a l'acide désoxyribonucléique ou gène, qui est le dépositaire de l'information génétique, et les protéines qui sont ces molécules qui font le job, qui font le boulot. Ce sont des enzymes, ce sont des protéines justement qui vont aller contrôler pour que la cellule se divise ou pour qu'elle s'arrête de se diviser. Et la recette pour construire ces protéines, ces molécules qui font que nous sommes ce que nous sommes, qui nous sommes, puisque nous avons chacun notre pool de protéines qui est spécifique, eh bien la recette, elle est écrite dans le livre de votre vie. Chacun d'entre vous, vous avez votre livre de vie qui a été amoureusement transféré par votre papa. Vous avez chacun, dans chacune de vos cellules, 46 bouquins en double. Un jeu de 23 livres vient de papa, l'autre vient de maman. À chacune des pages de ce livre sont écrites, pas chacune, dans les pages les plus importantes de ces livres, sont écrites les recettes pour construire les protéines.
de manière extrêmement précise, un peu comme une recette pour réaliser un plat, un dessert, une mousse au chocolat. Okay? Donc ces gènes, ces recettes sont les plans qui vont donner les instructions pour construire ces protéines. Un humain, pour faire de vous ce que vous êtes, il a fallu construire environ 25 000 protéines différentes. Donc il y a environ, dans notre patrimoine héréditaire, environ 25 000 recettes pour 25 000 protéines différentes qui vont faire toute une série de travaux. Okay? Et ces plans sont extrêmement précis. Okay? Il y a vraiment des instructions. C'est comme quand vous faites un modèle réduit. À un moment donné, si vous ratez une pièce, ben c'est foutu. Ben la protéine aussi. Si vous oubliez de mettre comment dire, la partie où vous mettez la roue d'une voiture, ben votre voiture elle va pas rouler. Et bien parfois, si vous changez une pièce dans la recette de la protéine ne fera pas son boulot. Alors, à chaque division cellulaire, 2 300 000 fois par seconde, les cellules de votre organisme doivent initier cette extrêmement périlleuse aventure qui est de recopier dans son intégrité ces 46 livres qui ne représentent pas moins de 2 millions de pages recto verso, pict 12, simple interligne. Ça, c'est comme ça que s'écrit l'histoire de votre vie, avec un alphabet de 4 lettres, les 4 bases qui sont utilisées pour synthétiser l'ADN, A, T, C, G, et on peut écrire l'histoire de votre vie, A, T, C, C, G, G, C, C, T, T, A, etc. Okay? Eh bien, quand une cellule se divise, elle doit nécessairement, si on veut rester en bonne santé, et si on veut que les 2 cellules qui vont naître de la cellule qui se divise fassent la même chose, il faut recopier toutes les recettes à l'identique. Okay? Et ceci est extrêmement important. Une seule erreur, un seul typo peut vouloir dire que vous êtes mort dans 6 mois. Parce que si la recette qui est abîmée est celle d'une protéine qui joue un rôle déterminant pour le contrôle notamment de la division cellulaire, vous pouvez avoir une cellule qui devient folle, qui devient une cellule dissidente. On va voir. Alors, vous imaginez bien que cette mission de recopier l'information génétique, c'est un truc de ouf. Hein? Il ne faut pas se tromper. Et donc, au cours de l'évolution, on a sélectionné la meilleure secrétaire qui était capable de recopier très vite plusieurs milliers de lettres à la seconde, hein, ce n'est pas 250 lettres à la minute, plusieurs milliers de lettres à la seconde sans se tromper. Et voilà l'heureuse Élie. Je vous présente l'ADN polymérase qui est en train, au moment où je vous parle, de travailler dans 2 300 000 cellules pour le moment. Et j'espère qu'elle travaille bien. Okay. Elle a été sélectionnée parce que, justement, elle est d'une efficacité redoutable. Figurez-vous qu'elle ne se trompe qu'une lettre tous les milliards de lettres. Mais ça, malheureusement, on se trompe une fois tous les deux. Donc chaque cellule, comme chaque cellule a environ 3 milliards de lettres, c'est votre texte de la vie, à chaque division, vous allez avoir 3 erreurs. Et j'espère pour vous que ce sont des erreurs qui n'auront aucune conséquence. Rassurez-vous, le plus souvent, ces erreurs n'ont aucune conséquence. Okay. Voilà un peu le système, comment cet ADN polymérase va recopier. En fait, voilà la molécule d'ADN, la double hélice. Chaque lettre, en fait, correspond à une lettre qu'on appelle complémentaire. Voilà, chaque fois, à côté du A, il y a un T, à côté du C, il y a un G, etc. Et donc, à partir d'une molécule d'ADN qui détient le secret de votre vie, okay, toute l'information, il suffit de séparer les 2 brins, d'utiliser chaque brin comme support et vous voyez, grâce à cette complémentarité exclusive des lettres C, G, eh bien l'ADN polymérase, quand elle voit un G, elle sait qu'elle doit mettre un C. Quand elle voit un A, elle sait qu'elle doit mettre un T, etc., etc. Et donc très rapidement, elle va pouvoir, en quelques dizaines de minutes, pouvoir recopier l'intégralité de votre information génétique. Le problème, c'est que elle se trompe certainement 3 fois par division cellulaire dans les conditions idéales. Il ne faut pas venir saloper le texte de la vie. Il ne faut pas venir
être cochon dans sa gestion et faire des tâches d'encre. Parce que l'ADN polymérase, elle est très performante, mais elle est performante pour recopier. Elle ne comprend rien à ce qu'elle recopie. Elle peut pas, en plus, on ne peut pas lui demander tout. Recopier 3 milliards de nucléotides, plusieurs milliers à la seconde, et en même temps comprendre ce qu'elle lit. Donc, si elle ne va pas dire, tiens, ça doit être une protéine pour l'insuline, ça doit être, etc. Donc, quand il y a un trou, quand il y a une lettre qui est abîmée, parce que vous n'avez pas apporté la cellule, ou bien parce que, justement, il y a eu des brûlures, on va parler de brûlures au niveau de notre génome, il y a un trou, une tache, eh bien, l'ADN polymérase, ça va mettre n'importe quoi comme lettre. Ce qui veut dire qu'elle va peut-être changer complètement la signification de la recette. Maintenant, au lieu de mettre du sucre, vous allez mettre du sel. Alors, allez manger, vous, une mousse au chocolat, ou plutôt que de mettre du sucre, on a mis du sel. Eh bien, pour la cellule, elle va se trouver parfois dans des situations incroyables. Et alors, justement, au niveau de ce qui nous concerne aujourd'hui, le cancer, eh bien, on va pouvoir affecter ces deux grandes règles fondamentales qui sont nécessaires pour garantir votre intégrité de votre organisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les cellules, il peut y avoir des modifications qui font que les cellules se mettent à se diviser comme des folles. L'accélérateur s'est bloqué en position accélération. Le frein s'est cassé. Indubitablement, vous allez dans le mur et vous allez vous casser quelque chose. Mais tant que les cellules restent dans le tissu d'origine, il n'y a pas de souci. Le problème, et le cancer va véritablement prendre toute sa substance lorsque les cellules qui se divisent un peu comme des folles trouvent le moyen de traverser les frontières et de désobéir à cette loi de l'intégrité territoriale. Alors, comment est-ce qu'une cellule devient cancéreuse? Eh bien, une cellule va devenir cancéreuse essentiellement suite à des mutations. Une mutation, c'est une erreur dans la recette. Okay? Vous avez, par exemple, ici, vous aviez un accélérateur. Eh bien, l'accélérateur, on a modifié sa structure. Maintenant, il est tout le temps bloqué en position accélération. Ou bien on a cassé un frein. Voici un régulateur négatif et maintenant la cellule n'est plus tempérée de manière efficace dans sa division. Et donc, alors, quand on a découvert ces gènes qui étaient toujours augmentés dans les cancers ou toujours diminués dans les cancers, on a pensé qu'on avait trouvé le secret du cancer et que le traitement allait arriver dans les années qui suivent. Et d'ailleurs, Warmus et Bishop, qui sont les deux Américains qui ont eu le prix Nobel, pour avoir découvert les gènes qui étaient altérés dans le contrôle de la division cellulaire, puisqu'au départ, on pensait que la caractéristique propre des cellules cancéreuses, c'était de se diviser comme des folles. On s'est rendu compte que c'était un peu restrictif et un peu naïf. Et d'autre part, il n'y avait pas un gène du cancer qui accélérait, un gène du cancer qui freinait. Il y avait une multitude, c'est ça la difficulté. Il y a des dizaines, ici j'en représentais que 3, d'accélérateurs et des dizaines de freins. Et le cancer peut survenir par une altération de tous ces composés. Vous imaginez toutes les variations. Donc un cancer ne ressemble jamais dans son identité de mutation à un autre cancer. Tous les cancers sont différents, ce qui met une certaine difficulté pour trouver un traitement qui fonctionne très bien chez tout le monde. Donc chaque cancer a sa personnalité, son identité génétique. Alors voici un cancer qui touche malheureusement beaucoup trop de femmes, le cancer du sein. On sait qu'une femme sur 8 en Belgique, et pour des raisons qui ne sont pas encore bien comprises, le cancer du sein est largement plus fréquent en Belgique que chez nos voisins, en France, en Hollande, etc., ça on ne comprend pas. Eh bien, le cancer du sein va se développer à partir d'une cellule de ce petit canal qui conduit le lait produit par la glande vers le mamelon. Okay? Ces canaux, mesdames, ils sont en activité tant que vous êtes en cycle ovulatoire. Ils subissent même en dehors de la grossesse l'influence des hormones qui sont produites par vos ovaires. Okay? Et donc à chaque cycle, il y a des divisions. Et à un moment donné, il se peut, si elles sont trop stimulées, par exemple si vous avez trop d'œstrogènes, qu'une cellule justement devienne folle. Elle va se diviser et le canal qui va se former n'aura plus la même structure. Voici le canal, c'est des petites briques. Chaque cellule, ce sont ces petits carrés, comme des petites briques qui délimitent un muret. Okay? Et alors ce qui va se passer, c'est que voilà, vous avez le canal qui va se dilater. On va éventuellement le voir
en radiographie, comme des petites taches, parce que parfois, en plus, on va avoir des dépôts, comme les cellules continuent à produire du lait riche en calcium, mais un peu de manière un peu anarchique, eh bien, le calcium va précipiter, former ce qu'on appelle des microcalcifications, qui vont permettre de diagnostiquer 40% des cancers du sein. Mais tant qu'on est là, vous voyez, les cellules elles restent dans le canal, elles ne sont pas sorties. On a ce qu'on appelle un pré-cancer ou cancer in situ, dans le tissu. Pour avoir un cancer, il faut que les cellules soient capables de franchir les barrières et de commencer leur randonnée morbide, c'est-à-dire d'envahir les tissus localement, et puis éventuellement, si elles sont très agressives, de se déplacer de proche en proche pour arriver au vaisseau lymphatique, utiliser la circulation lymphatique comme un moyen de transport, ou bien les vaisseaux sanguins pour encore aller plus loin. On en reparlera dans un moment. Alors, je ne voulais pas laisser les messieurs en reste, car vous savez que si le cancer du sein est un des cancers les plus fréquents de la femme, l'homme a quand même son tribut à payer à cette maladie, puisqu'à partir de l'âge de 60 ans, il a un risque extrêmement important de développer un cancer de la prostate. Même scénario. Vous devez savoir d'ailleurs que la glande mammaire et la glande prostatique sont très proches. Elles sont toutes les deux impliquées dans la reproduction. Elles sont toutes les deux dépendantes d'hormones. Le sein nourrit l'enfant, la prostate nourrit les demi-bébés que sont les spermatozoïdes. Donc elle produit le lait prostatique, le lait séminal. Alors ici, vous avez une cellule justement qui a une mutation, une modification de son génome qui fait qu'il y a un frein qui s'est cassé. Et elle ne va plus pouvoir s'arrêter, elle va se diviser, elle va former ce qu'on appelle une lésion PIN, Prostatic Intraneoplasia Lesion, une lésion intraépithéliale. On n'a pas encore de cancer, mais le problème c'est comme elle se divise beaucoup, eh bien n'oubliez pas, il y a à chaque fois 3 erreurs à chaque division. Et s'il y a eu finalement des erreurs, c'est que peut-être le patient, l'individu, il s'est mis dans une situation où il y avait beaucoup plus d'erreurs. Parce qu'il a entraîné des anomalies au niveau de ses ADN. Il y avait des tâches sur l'ADN que l'ADN polymérase n'a pas pu recopier. Et donc, à un moment donné, les cellules vont acquérir cette capacité, vont les réveiller, ce pouvoir qu'elles ont d'envahir et de former maintenant un cancer dit invasif, qui va éventuellement trouver sa voie, utiliser les vaisseaux lymphatiques qui sont caractérisés par le fait qu'on n'y voit pas de globules rouges ou les capillaires sanguins. Et alors, elles se font emporter à distance pour aller former ce qu'on appelle des métastases, qui sont la cause première de mortalité, de morbidité des patients atteints d'un cancer. Ces métastases, en fait, ne se forment pas au hasard. Les cellules cancéreuses vont choisir des sols, des tissus, des organes qu'elles apprécient particulièrement. Pour le cancer de la prostate comme pour le cancer du sein, ces organes de prédilection sont le squelette, qu'on appelle donc le tissu osseux, et on dira que ce sont des cellules cancéreuses qui aiment l'os, on va dire qu'elles sont ostéotropiques. Le cancer ne serait pas le problème dramatique que nous connaissons et que nous vivons parfois tous, si ce n'était pas par le fait que ces cellules malignes, et quand on dit maligne, il y a toute la définition. La malignité, c'est-à-dire intelligence, mais à mauvais escient. Ce sont des cellules perverses. Elles sont capables de venir et de prendre vos cellules normales et de les forcer à travailler pour elles, de devenir des collabos. Par exemple, lorsqu'une tumeur atteint un volume d'environ quelques millimètres cubes, environ le diamètre d'une tête d'une épingle, eh bien, les cellules du centre, elles commencent à ne pas avoir assez d'oxygène, à ne pas avoir assez à manger parce que, normalement, la nourriture diffuse simplement et celle du centre est en train de suffoquer. Eh bien, ce qu'elle va faire, elle va se mettre à crier « Je me meurs, je me meurs ». Elle envoie un message « J'asphyxie ». Et ce message, c'est une molécule. Et cette molécule va aller réveiller les cellules des vaisseaux voisins en disant « Mais non, dis Joe, il y a quelqu'un qui est en train de suffoquer là, on va lui envoyer des vaisseaux sanguins ». Et ces vaisseaux sanguins vont y aller et vont permettre alors à la tumeur de se développer sans limite.
et de former une tumeur qui est vascularisée. Cette angiogénèse a ouvert de nouvelles perspectives dans le traitement des cancers. Des nouveaux médicaments ont été développés, notamment grâce à la recherche, car ce phénomène, il est très spécifique du cancer. Dans l'homme normal, ce phénomène de créer des nouveaux vaisseaux sanguins ne se passe que lors de la cicatrisation de plaies, que lors de la réparation de la muqueuse endométriale après les règles et au cours de l'invasion trophoblastique. Donc en dehors de ces périodes-là, on peut cibler, s'attaquer à l'angiogénèse avec un minimum d'effets secondaires. Alors venons-en maintenant au rôle de l'alimentation, maintenant que nous avons compris plus ou moins ce mécanisme. En quoi est-ce que notre alimentation peut intervenir dans l'intimité moléculaire de la cellule et conduire à sa dérive jusqu'à ce qu'elle devienne un cancer? Alors, vous voyez que ça, ce sont des données scientifiques, hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que l'alimentation est directement impliquée dans 35% des cancers. Je vous ai dit, si on ajoute l'alcoolisme, mondain ou pas, et l'obésité, on monte à plus de 50%. Okay. Et on voit que chaque cancer est affecté différemment. Mais regardez que 50% des cancers du sein sont directement liés à l'alimentation. 75% des cancers de la prostate. 3 cancers de la prostate sur 5 sont directement liés à l'alimentation. Et à la fin de la conférence, messieurs, si vous êtes gentils, je vous donnerai quelques recettes pour justement vous mettre dans cette catégorie. Le cancer du côlon, qui est le tueur numéro 2. Parce que je vais vous étonner, hein. On pense souvent que le tueur numéro 1 chez la femme, c'est le cancer du sein, et chez l'homme, le cancer du poumon, hein, et peut-être de la prostate. Eh bien, vous vous trompez. Le tueur numéro 1 de la femme, c'est le cancer du poumon. Parce que la femme, merci le mouvement féministe, en voulant devenir l'égal de l'homme, a pris tout, hein, le pouvoir et les mauvaises habitudes. Okay. Et donc elles se sont mises à fumer et maintenant on voit que leur développement de cancer est quasi le même que celui de l'homme. Il y a 3 fois plus de cancer du sein que du cancer du côlon. Et pourtant, il y a autant de patientes qui meurent du cancer du sein que du côlon. Ce qui veut dire que le cancer du côlon tue 3 fois plus que le cancer du sein. Okay. Et chez l'homme, il y a beaucoup plus de cancer de prostate que de cancer du côlon. Et pourtant, le cancer du côlon est le tueur numéro 2. Donc, par ordre de hit parade, le tueur numéro 1, c'est le tabac. Et on va voir que le fait de développer un cancer du poumon quand on fume peut être influencé également par votre alimentation. Et puis, voilà pour les cancers les plus importants et les plus fréquents. Alors, le problème de l'alimentation, c'est que force nous est de constater que nous ne sommes plus en adéquation avec notre alimentation. C'est-à-dire que notre alimentation ne correspond plus à nos besoins. Alors que notre génome est quasi à l'identique de notre ancêtre chasseur-cueilleur de la savane africaine, notre mode de vie a changé de plus de 90%. Et on a pu avoir de l'ADN de nos ancêtres, on a comparé avec l'Homo sapiens sapiens contemporain, il y a moins de 0,5% de différence. Il y a 1% de différence entre un homme et un singe, mais entre notre ancêtre. Ce qui veut dire qu'on a la même programmation, on a exactement les mêmes besoins, et notre ancêtre était adapté à son environnement. Okay. Et on voit progressivement que notre environnement a un aspect non seulement sur notre santé, mais également sur notre morphologie, montrant bien que nous sommes tout à fait handicapés. Vous voyez que l'évolution n'est pas très réjouissante. Okay. Regardez comment c'est dramatique. Donc notre génome est habitué à manger 89% des carbohydrates ou des glucides sous forme de fruits, légumes, racines et noix. Okay. Et notre ancêtre, il avait absolument, donc ça c'était l'homme primitif, 1% de céréales, venait des carbohydrates. Aujourd'hui, on voit qu'on est passé à 23%, donc on passe de 99% à 23% de carbohydrates venant des fruits, légumes, etc. On a
59% de grains, et je vous rappelle qu'à l'époque, on ne raffinait pas les céréales, c'était des céréales complètes. Aujourd'hui, les céréales sont ultra raffinées, on verra quelles sont ses conséquences. Et d'autre part, on est intoxiqué par du sucre rapide, par du sucre qui a un effet extrêmement délétère pour notre santé, notamment qui va fertiliser cette explosion d'obésité associée au cancer. On en reparle dans un moment. Regardez un peu, ça c'est une échelle sur un siècle, un peu plus d'un siècle. Il y a en 1815, la consommation de saccharose, de sucre ménager, qui est un sucre ultra rapide, était de 7 kg par an, par individu. Aujourd'hui, il est aux alentours, en 2000, il était aux alentours de 70 kg par an, et aujourd'hui, on est proche de 90 kg par an. Donc, vous imaginez à quoi notre corps a dû s'adapter. Il n'est pas prêt, parce que le problème, c'est que l'évolution, qui est une force biologique remarquable, a pour objectif de rendre les individus le plus adaptés à leur environnement. Et c'est ça qu'il y a une diversification des organismes vivants qui s'adaptent. Le problème, que si l'évolution est d'une puissance remarquable, il lui faut le temps. Et ce n'est pas en 100 ans qu'on va changer complètement le génome. Il y a des choses qui sont considérées comme indispensables au fonctionnement de nos cellules et que nous ne respectons plus. Alors, plus récemment, vous allez voir ici, vous savez que nous assistons à une explosion de l'industrie agroalimentaire et de la mondialisation de l'économie, basé sur justement l'utilisation. Alors je voulais simplement, on a comparé le contenu de certains aliments d'utilisation courante et les différences entre 1985, 1996, 1985, 2002. On va prendre par exemple les patates, pommes de terre, potatoes. Eh bien, on voit qu'on a perdu 78% du calcium de 1985 à 2002. Prenons l'acide folique dont on va parler, dont la carence est associée à un risque de cancer général. Eh bien, l'acide folique ou vitamine B9, on a perdu 79%. Donc, c'est un truc de fou. Et donc, aujourd'hui, il est très difficile de s'alimenter correctement et d'apporter à nos cellules ce dont elles s'attendent pour bien fonctionner. On est en souffrance permanente, nos cellules asphyxient. Et ce qui va vous étonner, c'est que alors qu'on pense être dans une société de pléthore, parce qu'on mange énormément de calories, nos cellules sont en famine de toutes ces molécules indispensables à leur fonctionnement. Elles crient famine, elles ne vont pas bien. On ne peut pas parler d'alimentation aujourd'hui, de cancer, sans parler de cette intoxication chronique dont nous sommes les victimes et dont le seul but est le lucre. Et notamment l'utilisation de pesticides dont je vais vous parler, qui en fait vont être des agents qui causent des mutations. Les pesticides sont des agents mutagènes qui sont carcinogènes, c'est reconnu. On n'en parle pas trop, parce que bon, si vous n'iriez plus acheter, alors vous allez hésiter à acheter des lasagnes parce que vous avez peur de manger du cheval, mais éventuellement vous allez acheter à côté quelque chose qui est plein de pesticides et dont vous ne le savez pas. Donc en tant que consommateur, on nous ment, on nous empoisonne. Alors les carcinogènes environnementaux viennent dans notre corps essentiellement par l'alimentation. Et vous voyez notamment que les pesticides sont impliqués dans les leucémies d'enfants, les lymphomes, les tumeurs du cerveau qui sont en explosion, certains sarcomes, etc. D'autres toxines interviennent, mais ce n'est pas éventuellement le sujet. Je veux simplement vous parler des pesticides. Ces pesticides qui sont véritablement un poison et dont nous devrions éventuellement nous réveiller. Il faut nous réveiller et refuser et demander des contrôles, demander une information claire. Lorsqu'on va avoir des rapports, il y a énormément de rapports qui restent confidentiels parce que justement, ce serait un tsunami au niveau socio-économique par rapport à l'industrie agroalimentaire. Regardez, on a dit qu'il y avait du cheval dans les lasagnes. En France, il y a eu plusieurs milliers d'ouvriers en chômage technique.
Okay. Donc on est toujours confronté entre la société individuelle et la santé individuelle, la santé de la société au niveau socio-économique. Mais il faut toujours prendre l'option de l'humain, okay, parce que sinon nous allons avoir de graves problèmes. Alors le problème justement de l'alimentation contemporaine, il est double. Il nous apporte un lot de toxines quotidiennes, mais en même temps ne nous apporte pas les nutriments nécessaires pour détoxifier, parce que nous avons un système qui est essentiellement attribué au foie pour éliminer les toxines au fur et à mesure de leur production. Donc, mais pour ça, il faut que les ouvriers qui nettoient, qui gèrent donc les immondices avec des triages sélectifs et les bons sachets poubelles. Notre alimentation ne nous fournit plus les outils, ce qui veut dire que nous consommons des toxines, nous ne savons pas les détoxifier et on se trouve dans des situations catastrophiques par rapport à notre santé, puisque toutes ces toxines vont s'attaquer à notre génome, ce que nous avons de plus cher et que nous recopions 2 300 000 fois chaque seconde. Alors, est-ce que, donc il est évident, ça fait 15 ans que je m'intéresse à l'alimentation et au cancer, et au départ, mes collègues se moquaient un peu de moi. Ils me disaient, mais Castronovo, il doit avoir un problème, hein. Qu'est-ce qui s'occupe? On lui a enseigné la médecine avec les bons médicaments, les bons diagnostics, et maintenant on vient parler de l'alimentation. Hein? Tout le monde sait qu'il faut manger pour vivre. D'ailleurs, si on ne mange pas, on meurt. Ce qui veut dire qu'entre manger pour vivre, mourir parce qu'on ne mange pas et manger mal et ne pas être bien, ben vous pouvez accepter que la théorie est tout à fait faisable, tout à fait réelle. Et donc ce qui est intéressant, c'est que depuis 15 ans, ma perception du fait que l'alimentation était un pilier fondamental de la santé s'est vérifiée et été démontrée par ce qu'on appelle la médecine basée sur l'évidence, qui a été inventée par les firmes pharmaceutiques d'ailleurs. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Et donc, en fait, je ne pourrais pas, malheureusement, mais peut-être l'an prochain, on verra d'autres facettes, hein, si ça vous intéresse, on verra bien si vous répondez. Je ne pourrais pas aborder tous les aspects de l'alimentation. J'ai choisi de parler de 4 aspects qui sont importants, dont on parle beaucoup. On parle beaucoup d'antioxydants, comme cause de cancer et de vieillissement accéléré, et de stress oxydant. On parle beaucoup d'inflammation, d'obésité et du rôle des acides gras. On parle moins, mais c'est hyper important, du rôle des vitamines B9 et B12 qui vont jouer un rôle direct sur le contrôle de l'expression des gènes et qui peuvent éventuellement être responsables de cancer sans qu'il y ait de mutation. Ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. On pensait qu'il fallait absolument avoir une lésion au niveau de l'ADN, une erreur dans la recette pour pouvoir avoir un cancer. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas et on parle de cancer d'origine épigénétique, c'est-à-dire autour du cancer. Et puis, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette vitamine qui est en train de prendre des lettres de noblesse incroyables, la vitamine D, dont tout le monde sait éventuellement qu'elle joue un rôle pour le métabolisme du calcium et des os. Okay, mais dont on ignorait jusqu'à peu le rôle majeur dans le contrôle de la division cellulaire et dans la santé du système immunitaire. Je vais vous montrer des expériences qui sont assez incroyables. Le stress oxydatif, vous voyez, il y a du feu. Eh bien, le stress oxydatif, c'est dû au fait que nous rouillons. Nos cellules rouillent parce qu'elles sont attaquées par l'oxygène. Okay. L'oxygène, donc si vous prenez une pomme, que vous la coupez en deux et que vous l'oubliez sur la table de la cuisine, vous revenez une demi-heure après, elle est toute brune. Elle est oxydée. L'oxygène s'est attaqué et a été volé des électrons. Pour ceux qui se rappellent que la matière est faite d'atomes, et ces atomes sont faits d'un noyau avec des protons, des neutrons et autour des électrons. Eh bien, toute la vie, toutes les réactions chimiques de la vie sont basées sur l'échange d'électrons. Donc, cette rouille qu'on voit sur les carcasses ferreuses, cette oxydation qu'on voit sur la chair de la pomme tranchée, eh bien, ce sont des lésions oxydatives. Mais on a les mêmes lésions moléculaires sur nos cellules et sur les molécules de la vie. Et lorsque nos molécules sont oxydées, et donc sont abîmées parce qu'elles perdent leur structure, comme une tôle qui est mangée par la rouille, eh bien, elle n'a plus la solidité, elle ne peut plus assurer la même fonction. Si vous devez marcher sur un pont rouillé, eh bien, vous allez hésiter parce que vous risquez de passer à travers. Eh bien, vous perdez la fonction. Eh bien, l'oxydation de nos molécules a
la même conséquence, ça va perturber la fonction de la protéine. Et donc, ces lésions oxydatives vont être organisées par la production de ces radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules extrêmement dangereuses, qui sont les ennemis numéro 1 de nos cellules. Ce sont elles qui sont considérées comme les responsables, comme les artisanes du vieillissement accéléré et de toutes les maladies associées, y compris maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies auto-immunes, maladies neurodégénératives. Le commun dénominateur de ces maladies, c'est l'oxydation de nos molécules. Toutes nos molécules peuvent être oxydées, l'ADN, etc. Donc l'oxydé, ça veut dire qu'on va lui voler un électron, vous voyez. Et donc la molécule qui a perdu un électron, eh bien, elle va être perturbée, elle va être altérée. On lui a enlevé une partie qui était importante pour son fonctionnement. Alors, comment se forment ces radicaux libres? Eh bien, il y a un fond de production irréductible qui est directement lié à la vie. Notre vie est intimement dépendante de l'oxygène. L'oxygène, c'est notre meilleur ami et notre pire ennemi. Car l'oxygène, c'est une molécule qui est hyper avide d'électrons. Quand une véritable nymphomane à électrons, quand elle voit un électron, il faut qu'elle se le fasse, quelle que soit son énergie. Et si l'électron a trop d'énergie, eh bien, ça devient un radical libre. Alors, on a production de radicaux libres dans des conditions que je vais dire de notre corps, et notamment la fournaise. Nos cellules sont équipées de fournaises, de convertisseurs d'énergie qui brûlent le carburant de nos cellules. Ce carburant, c'est le glucose, les carbohydrates et les acides gras, les graisses. Et il rentre dans cette structure qu'on appelle une mitochondrie pour être brûlé, et l'énergie va être transformée en énergie utilisable par nos cellules. Vous avez tous entendu parler de l'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique universelle que nos cellules utilisent pour travailler, pour sécréter, pour contracter. Quand votre cardiomyocyte, les muscles du cœur se contractent, il brûle une grosse quantité d'ATP. Eh bien, ces mitochondries produisent une certaine quantité de radicaux libres, mais heureusement, nous avons développé un système pour détruire ces radicaux libres. Je vous en parle dans un moment. Les radicaux libres vont être produits également lorsque vous faites de la détoxication. Donc là aussi, on va avoir un problème. Lorsque votre organisme est submergé de toxines, il va être également confronté à une production extrêmement augmentée de radicaux libres et risque d'avoir un stress oxydant. Et alors, vous avez toutes les autres cause exogène. Une cause importante, c'est bien entendu l'exposition aux UV, puisque alors que nous, on n'est pas équipés comme les plantes pour faire la photosynthèse, néanmoins, les molécules d'oxygène vont capter les électrons qui sont expédiés parce qu'ils captent un photon, ils prennent de l'énergie, ils sont expédiés, l'oxygène le voit, il est adore, je te prends, et il se transforme en radical libre. Les radiations ionisantes, lorsqu'on fait de la radiothérapie, ou bien les sols qui ont une radioactivité naturelle, font également la production de ces molécules extrêmement dangereuses. La fumée de cigarette produit également beaucoup de radicaux libres, et à moindre niveau, la pollution atmosphérique, ça dépend dans l'endroit où vous vivez. Alors, je vous montre ici une chose dont on va reparler un moment, c'est que les radicaux libres sont tellement puissants que nos militaires, les macrophages, les globules blancs, l'ont apprivoisé et le produisent comme arme pour s'attaquer à l'ennemi. C'est ce qui va être l'outil de défense massive de notre système immunitaire. C'est la production de radicaux libres. Donc, l'inflammation, dont on va parler dans un moment, produit des radicaux libres. Alors, les mitochondries, généralement, tout le monde se fout de ces mitochondries, sauf si je vous dis que si j'arrête leur fonctionnement en vous donnant quelques microgrammes de cyanure, toutes vos mitochondries s'arrêtent net et vous êtes mort. Donc, une fois de plus, entre des mitochondries qui ne fonctionnent plus du tout, des mitochondries qui fonctionnent mal, eh bien, vous avez toutes les variations sur ce thème. Sachez que tous les jours, vos 1000 milliards de mitochondries, votre triail de mitochondries produit chaque jour pour vous 50 kg d'ATP.
c'est ce que vous le brûlez en même temps. Donc, ce n'est pas 50 kg que vous allez prendre par jour. Hein. Mais ni que vous allez les perdre, vous le remplacez. Donc, de manière continue, 50 kg d'ATP. Donc, ça pour vous dire que ça turbine grave dans vos cellules. Okay, et ces mitochondries sont la source première de radicaux libres, de stress oxydant. Et aujourd'hui, dans certaines facultés, notamment aux États-Unis et à Harvard, on a des cours de médecine mitochondriale, parce qu'en fait, vous n'avez pas l'âge de vos artères, vous avez l'âge de vos mitochondries. Ces mitochondries, elles produisent un des radicaux libres les plus délétères, les plus agressifs, le radical hydroxyle. Vous voyez ce qu'il va se faire? Eh bien, il va aller oxyder une lettre de l'alphabet de la vie, la lettre G, la guanine. Et une fois qu'elle est comme ça, vous voyez, eh bien, l'ADN polymérase, elle ne sait plus quoi faire. Quand elle va avoir ce brin avec cette lettre oxydée, elle ne sait pas si elle doit mettre un C, un T, un A, un G. Okay, et donc, elle a une chance sur 4 d'être bon, mais 3 chances sur 4 d'être faux. Donc maintenant, vous imaginez d'être dans un système où vous avez énormément de radicaux libres, vous voyez que votre risque d'avoir des mutations et de toucher un gène qui donc une recette pour une protéine importante pour le cycle cellulaire est importante, et vous voyez le lien direct entre stress oxydant et cancer. Et en effet, donc la mitochondrie, c'est une fournaise, donc c'est une espèce de système de chaudière, et dans tout système producteur d'énergie, plus c'est efficace, plus c'est dangereux, mais on met des parades. Quand vous faites un feu vert pour vous chauffer, vous savez bien que parfois il peut y avoir des braises qui pètent. Et donc si vous avez un beau tapis que vous voulez protéger, et vous c'est vos gènes qui sont le plus beau tapis du monde que vous ayez, vous allez mettre un pare-feu. Eh bien nos cellules ont développé des pare-feux. Ces pare-feux, ce sont les antioxydants. Et donc finalement, encore une fois, on a un équilibre entre la production de radicaux libres et nos défenses antioxydantes. Sauf si et seulement si on produit beaucoup plus de radicaux libres qu'on est équipé pour les détruire, ou bien que nos défenses contre ces radicaux libres, défenses antioxydantes, sont amoindries parce qu'on ne fournit pas suffisamment de système antioxydant. Et dans ce cadre-là, on va avoir un stress oxydant. Voici une liste non réductive des molécules et des nutriments que nous devons absolument fournir à nos mitochondries pour qu'elles fonctionnent bien. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Chacun d'entre vous, si je le prends individuellement, vous avez au moins une carence dans un de ces nutriments. Donc chacun d'entre vous, vous êtes en train de vieillir prématurément. Okay? Mais je vous donnerai la solution pour arrêter cette évolution dramatique qui, je vois, sur vos mines déconfites, vous inquiète lourdement. Donc, la plupart de ces vitamines, B1, B2, B3, B5, sont indispensables pour que la mitochondrie fonctionne. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine C, ce sont des antioxydants. Parce que justement, la mitochondrie, c'est une fournaise, c'est là qu'il faut absolument attraper tous ces radicaux libres. On parlera du sélénium, du zinc et du cuivre comme cofacteurs du système antioxydant et d'autres molécules. Et notamment, on va aussi parler on parle pour la première fois des acides gras oméga 3 et des oméga 6, dont on vous bassine les oreilles. Et ceux qui vous en parlent n'y connaissent rien. Ce qui donne l'opportunité à ceux qui n'y croient pas de pouvoir vous dire c'est de la foutaise, puisqu'on vous en parle en ne connaissant rien. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, et ça a été publié dans une revue extrêmement prestigieuse qui est Nature Review Cancer, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais on a établi que le cancer, la cause majeure du cancer, ce sont les carences en vitamines et minéraux. Je vous ai montré ici la liste de ces vitamines et minéraux, et tous ces éléments sont des éléments indispensables au fonctionnement harmonieux de la mitochondrie. Alors, est-ce que c'est juste, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a fait des expérimentations prospectives humaines. C'est-à-dire qu'on a pris 13 000 personnes, c'est une étude française, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Enfin, disons qu'elle a le mérite d'exister, c'est Herzberg, okay, qui en fait a suivi pendant 8 ans ces personnes de tout âge, et on leur a donné soit rien, de la poudre de perlimpinpin, soit un complexe d'antioxydants, de caroténoïdes, de la vitamine EC, du zinc et du sélénium. Sur l'hypothèse que des carences en ces nutriments
étaient responsables de maladies chroniques comme le cancer. Et notamment, c'est le premier qui a mis en évidence le rôle de sa vitamine antioxydante dans le développement du cancer, c'est Pauling qui a reçu le prix Nobel de médecine il y a plusieurs décades. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Impressionnant. Impressionnant. 30% de moins de cancer dans le groupe antioxydant. 30% de moins. C'est énorme, hein? Et 37% en moins de morts par cancer dans le groupe antioxydant. Okay? Et plus si on considère pas les cancers de la première année, parce qu'eux, ils avaient déjà leur cancer. Okay? Et donc, on a vraiment protégé. Alors, mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, ça ne protégeait que les hommes. Yes! Les femmes n'ont eu aucune amélioration. Je vois certains messieurs qui se mettent à sourire en disant « moi je vais en prendre et je n'entendrai pas ». Alors il y a une raison pour ça. Alors pour être sûr que vous n'endormez pas, est-ce que quelqu'un pourrait imaginer pourquoi les femmes n'ont pas été protégées? Parce qu'elles ne sont pas gentilles avec les hommes? Hein, ce n'est pas vraiment une hypothèse scientifiquement fondée. Qui aurait une suggestion? Je pense que j'ai des étudiants normalement ici. Oui, Marion, c'est ça, hein? Hein? Katia. Très bien, Katia, c'est très bien. C'est une étudiante qui va bien réussir parce qu'elle suit bien les cours. Donc, comme le dit Katia, en fait, les femmes n'ont pas vu de changement parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Parce que les femmes ont l'intelligence de leur santé et mangent beaucoup mieux que les hommes qui pensent que pour pouvoir être virils et dominer le monde, ils doivent être des lions, manger de la viande, etc. et pas de légumes. Et considèrent souvent les légumes comme décoration et pas de l'assiette et pas comme aliment. Okay, c'est des affaires de femmes, les légumes. Hein. Et donc les femmes, elles très malines en mangent. C'est pour ça peut-être qu'elles vivent plus longtemps aussi. Hein. On se pose la question de pourquoi les femmes survivent aux hommes. Ben, je pense que notamment c'est lié au fait que leur alimentation est plus intelligente par rapport à la santé. Non, donc ici on a démontré. Et alors ça veut dire quoi aussi? Que le mieux, que l'excès est l'ennemi du bien. Que ça ne sert à rien de prendre des antioxydants si vous n'en avez pas besoin. Mais par contre, si vous avez une carence, eh bien, vous avez tout intérêt à compenser cette carence. Messieurs, savez-vous que si vous avez une carence en sélénium, vous avez 5 fois plus de risque d'avoir un cancer de la prostate. 5 fois plus. Donc, ça vaut la peine de demander à son médecin, docteur, est-ce que vous ne vérifieriez pas mon taux de sélénium? Et je vous donnerai un truc facile pour avoir un taux de sélénium tout à fait nickel et protéger une glande qui nous est bien précieuse, messieurs, la prostate. Plus à nous qu'aux femmes. Enfin, ça dépend. Alors, depuis quelques années, un grand intérêt est concentré sur l'inflammation pathologique. L'inflammation, c'est une des plus belles inventions de l'évolution. L'inflammation, c'est un procédé qui permet à notre organisme d'exploser l'ennemi, de le détruire. Okay? Cette inflammation, c'est un combat que mènent nos cellules de défense contre l'ennemi. C'est la guerre. Mais comme vous savez, la guerre est parfois un mal nécessaire. Une fois que vous avez des salopards qui ont fait effraction dans votre territoire, c'est lui ou vous. Donc on part en guerre pour survivre. Cette guerre doit être appropriée. On ne va pas tirer sur une mouche avec un missile Tomahawk, on va juste utiliser une tapette à mouche. Hein. Sinon, on risque de tuer beaucoup et de faire beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages collatéraux. Alors, le problème, donc l'inflammation, c'est un remarquable phénomène de défense et de survie. Le problème, c'est que nous ne respectons plus le cadre dans lequel ce système de défense a été généré. Okay? Et l'inflammation, aujourd'hui, est le plus souvent pathologique. Or, où est le problème? C'est que les cellules inflammatoires, nos militaires, ils utilisent des radicaux libres. Et donc, ils vont envoyer des cocktails Molotov qui vont exploser, qui vont s'attaquer à nos molécules et nos ADN. Mais également, on va voir que cette inflammation est produite par les macrophages et les globules blancs, qu'on appelle les polymorphonucléones neutrophiles. Et ils vont, lorsqu'il y a une inflammation, ça va créer
une utilisation de vos antioxydants. C'est-à-dire que votre pool, votre réserve d'antioxydants qui doit servir au niveau des mitochondries et partout là où on fait de l'énergie, eh bien, elle est diminuée. Okay? Donc, le fait d'avoir une inflammation réduit votre capacité d'avoir des stress oxydants. Alors, quand est-ce qu'une inflammation est-elle considérée comme anormale? Lorsqu'elle est excessive. Je vous dis, vous utilisez un missile Tomahawk plutôt que d'utiliser une allumette, vous utilisez un lance-flamme. Lorsqu'elle est inappropriée, lorsqu'elle est dirigée contre un faux ennemi, hein, que lorsque votre système immunitaire a reconnu un étranger qui n'est pas un ennemi comme un ennemi et s'y attaque, vous avez la base de ce qu'on appelle les allergies. Okay? Lorsque elle se retourne contre vous, le système immunitaire, pour toute une série de raisons qui seraient trop compliquées de décrire ici, reconnaît une partie de vous comme son ennemi et s'attaque et le bombarde. Ce sont la base des maladies auto-immunes, sclérose en plaques, psoriasis, lupus érythémateux, polyarthrite rhumatoïde, et lorsqu'elle est chronique. Parce que lorsqu'elle est chronique, ça veut dire que vous allez avoir consommé de base une grosse quantité d'antioxydants qui va vous mettre en difficulté par rapport aux endroits où vous en avez besoin, et là vous allez avoir des tissus qui vont développer beaucoup plus de lésions oxydatives. Et alors au niveau alimentation, vous devez savoir que, et ici on va parler d'acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6, que l'inflammation est excessive lorsque nous avons un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Alors les acides gras, ce sont des molécules qui font partie de la famille des lipides. Elles sont multifonctionnelles et trop compliquées pour que je vous explique ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vous invite à vous inscrire à mon cours de biologie faculté de médecine, Bac 1, et c'est avec plaisir que je vous décrirai leur rôle. Néanmoins, donc on sait que lorsque l'inflammation a été mise au point chez notre ancêtre le chasseur-cueilleur, eh bien l'alimentation nous apportait un acide arachidonique qui est un oméga 6 pour un acide eicosapentaénoïque qui est un oméga 3. Et alors, ces deux molécules sont les précurseurs des médiateurs de l'inflammation. Lorsque vous prenez donc les médiateurs, ce sont les prostaglandines. Vous voyez, les oméga 3 sont anti-inflammatoires, les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Lorsque vous prenez une aspirine, un anti-inflammatoire, vous bloquez cette enzyme-là, c'est ce que ça fait. Donc vous empêchez la transformation de cet acide arachidonique en médiateur de l'inflammation et celui-là en médiateur de l'anti-inflammation. Donc vous supprimez les deux. Pourquoi est-ce que ça marche si bien? Parce que alors qu'au départ on était prévu d'avoir 1,1, aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes à 10 oméga 6, 10 acides arachidoniques, 20, 30 pour 1. Ce qui veut dire que ce rapport qui va décider de l'intensité du feu que vous allez tirer sur l'ennemi, il est exagéré. Donc nous sommes en pro-inflammation. Okay. Le problème, justement, je veux dire, on vous raconte n'importe quoi, quand vous voyez, oh, papa, je t'aime, moi, avec ton cœur, oui, mais ne te regarde pas, je prends le truc, c'est un machin, un truc avec des oméga 3, ça va dire, oh, c'est bien, chérie, je suis content, papa. Alors qu'en fait, on ne donne que le précurseur, on ne donne pas celui-là, on ne trouve que dans le poisson gras. Okay. L'huile de colza, pour la transformer, vous devez être en super forme. Vous devez ne pas être stressé, vous ne devez pas être trop gros, vous ne devez pas manger de mauvaise graisse, etc. Et donc, en fait, les effets anti-inflammatoires démontrés. On a des patients avec de la polyarthrite qui arrêtaient leur anti-inflammatoire lorsqu'on est parvenu à rééquilibrer l'acide eicosapentaénoïque. Et donc, finalement, la médecine pharmacologique se base sur ces déséquilibres que notre société a apportés dans notre alimentation. Alors le problème, trop d'inflammation, plus trop de radicaux libres, mutation, cancer. Juste un exemple, on voit l'étude de l'évolution sans récidive, de patients qui ont un cancer du sein en fonction de leur statut en oméga 3. La ligne plus opaque, ce sont les dames qui avaient une grosse quantité d'oméga 3 et on voit qu'après 4 ans, il n'y en a que environ 3% ou 7%, pardon, 7% qui ont eu une récidive, et celles qui en avaient peu, eh bien, il y en a environ 70%. 10 fois plus de risques. Il n'y a aucune chimiothérapie qui peut vous donner autant de différence.
Donc ces données ont été démontrées. Les oméga 3 sont utilisés dans certains dans certains hôpitaux aux États-Unis et on a démontré leur efficacité thérapeutique. Mais ça doit être fait de manière intelligente parce que, comme vous l'avez compris, ce qui est important, c'est le rapport. Et si vous continuez à manger des grosses quantités d'oméga 6, présents notamment dans les huiles dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, vous pouvez prendre tous les oméga 3 que vous voulez, vous ne parviendrez pas à refaire cet équilibre santé 1-1. Tout est dans l'équilibre. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous montre cette diapositive pour vous montrer combien cette inflammation est importante. Ici, vous avez une molécule, une protéine qu'on appelle NF-kappa B. C'est une des protéines qui contrôle l'expression des gènes et moi je l'appelle le maître de la guerre. C'est le général en chef des armées qui va enclencher l'inflammation. Okay? Eh bien, ce maître de la guerre, nos cellules cancéreuses très malignes et perverses, ils vont s'en approprier et l'utiliser pour justement partir en guerre contre notre organisme. Eh bien, ce que je voulais vous montrer, c'est que tous les éléments qui sont connus comme agents carcinogènes et qui favorisent le cancer sont directement ou indirectement impliqués dans l'activation de NF-kappa B, libèrent le maître de la guerre qui prend donc possession. Et toutes les molécules qui sont le resveratrol, par exemple, le silimarine, et j'en passe, les phytoestrogènes, l'indole-3-carbinol qui se trouve dans les brocolis, la berbérine, etc. Eh bien, ce sont des inhibiteurs de NF-kappa B, directement ou indirectement. Le curcumin, par exemple, est un inhibiteur puissant de NF-kappa B. Donc, finalement, on arrive à ce que l'inflammation soit au centre du développement des cancers. Et ceci me permet de passer justement à ce fléau de l'humanité actuelle qui est extrêmement inquiétante et qui probablement, écoutez-moi, est responsable d'une chose incroyable dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, on projette que les humains qui viennent vivront moins vieux que leurs prédécesseurs, que leurs géniteurs, que leurs parents. Donc on assiste à une stabilisation, bientôt une inversion de l'espérance de vie. Déjà maintenant, on vit plus longtemps, mais j'ai une mauvaise nouvelle, on devient vieux plus jeune. C'est-à-dire qu'on vieillit de manière anticipée et on est malade plus longtemps. Donc, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Et donc, il y a un lien entre l'obésité et le cancer qui est évident. Regardez, on a directement établi que 14% chez l'homme et 20% chez la femme, notamment les cancers du sein, essentiellement, sont liés à l'obésité pour toute une série de raisons. Et quand on voit le risque de cancer en fonction de ce qu'on appelle le BMI, Body Mass, donc l'indice de masse corporelle, qui est une évaluation plus ou moins grossière du gras que vous avez, je pense que le mieux c'est de mesurer le tour de taille parce que c'est la graisse viscérale intra-abdominale qui est particulièrement importante. Vous voyez une augmentation extrêmement inquiétante du développement de cancer par rapport à cette obésité. Et l'obésité est considérée comme le nouveau cancer aussi grave que de fumer par rapport au cancer. Okay? Donc si en plus vous allez prendre des aliments qui vous font grossir et que vous fumez, ben bonjour, ça, vous choisissez votre destinée. Au moins vous savez vers quoi vous allez, hein, ce qui est bien. Et on a démontré que l'inflammation est le lien majeur entre l'obésité et le cancer par les mécanismes que je viens de voir. Alors, un autre versant que je voulais juste mentionner rapidement, c'est qu'on s'est rendu compte que certaines molécules présentes dans notre alimentation contrôlent directement l'activité de nos gènes. Okay? Et je vous ai parlé du fait qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que les cancers naissent non seulement de lésions directes de l'ADN, mais également d'anomalies de l'utilisation de gènes qui ne sont plus, de recettes qui ne sont plus accessibles. Okay? Par exemple, si, pour toute une série de raisons, la page dans laquelle il y a la recette du frein est collée, ben, je n'aurais pu construire le frein. Et donc, je vais me casser la figure. Eh bien, on s'est rendu compte que cette régulation dite épigénétique est directement liée à l'alimentation. Je voulais juste vous parler d'un phénomène qui est la méthylation. La méthylation, c'est de mettre un groupement moléculaire sur l'interrupteur des gènes. Donc si vous devez, dans l'ADN, les gènes, c'est le code. Et pour pouvoir produire, on va photocopier la recette et on va l'envoyer aux cuisines pour faire l'exécution de la recette. Okay? Eh bien, pour pousser sur le bouton de la photocopieuse, on a besoin de l'interrupteur.
Okay, eh bien, la méthylation bloque, on ne sait plus pousser. Okay, et donc, cette méthylation, elle est importante parce qu'elle dépend de la vitamine B9, l'acide folique, dont on a vu que tout à l'heure qu'il y avait 84% en moins, notamment dans certains légumes, la B12 et le zinc. Et on sait qu'il y a un lien direct, ça a été démontré largement, entre déficit en vitamine B9 et cancer. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, la méthylation, c'est ce groupe qui va venir se fixer sur l'ADN, et que cette méthylation, elle est très individuelle, et que, parce que nous sommes très différents génétiquement, et qu'en fait nos besoins en B9 et 6 peuvent être évalués en dosant l'homocystéine, qui est un indicateur fonctionnel. Il y a des patients qui ont une homocystéine trop élevée et qui ne vont pas pouvoir produire la molécule qui est nécessaire pour méthyler les gènes. Alors ceci va entraîner, bien entendu, toute une série de dérégulations, mais je ne vais pas aller plus loin par rapport à cela. Sachez qu'il faut manger suffisamment de B9 et de B6, et vous, individuellement, vous pouvez savoir si vous en consommez suffisamment, non pas en faisant le dosage des vitamines, mais en dosant l'homocystéine, qui est un reflet que votre système fonctionne bien. Okay. Alors, le dernier point nutritionnel que je vous ai abordé, c'est la vitamine D. Cette vitamine D, vous la connaissez bien. On en a fait une grande publicité, notamment lorsque on a commencé à se rendre compte que les femmes ménopausées présentaient un grand problème au niveau du squelette, puisque après la ménopause, dans les 5 premières années, on perd 15% de sa densité osseuse, ce qu'on a un risque de fracture, etc., qui peuvent compromettre très fort la qualité de la vie. Et on a vu qu'avec la vitamine D, on pouvait aider un petit peu, quoique maintenant on se rend compte que ce n'est pas nécessairement chaque fois bingo. La vitamine D, je voudrais vous rappeler, c'est une molécule qui est produite à partir de cholestérol. À ce stade, je voudrais vous dire que le cholestérol, ce n'est pas un poison. C'est une molécule indispensable à la vie. On en a besoin. Elle a plusieurs fonctions. Une de celles-ci, c'est de produire la vitamine D. C'est la production synthèse de vitamine D à partir de cholestérol, c'est la seule photosynthèse que nous faisons. Donc, c'est ce qui nous rapproche le plus des plantes. Le fait qu'au soleil, nous faisons de la vitamine D en oxydant le cholestérol, et puis cette vitamine D va être maturée dans le foie et le rein pour donner la 1,25 qui est la forme active. Et alors, on sait que cette forme va influencer sur l'absorption du calcium, du phosphore au niveau intestinal, sur le métabolisme de l'os, mais ce qui est nouveau, c'est que cette vitamine D est importante pour le système immunitaire. On sait que quand on a une carence en vitamine D, on a un risque augmenté de maladies auto-immunes, et donc là, on va devenir intolérant. La vitamine D est importante pour avoir une certaine tolérance face à l'étranger, mais également a un effet direct sur l'activité de la cellule cancéreuse. Et il y a énormément d'études qui le démontrent, notamment que ça inhibe le cycle cellulaire, ça induit la mort programmée des cellules cancéreuses, ça inhibe donc la prolifération et l'angiogénèse dont on a parlé. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes, ça ne vous intéresse pas. Sachez qu'il faut avoir de suffisamment grande quantité de vitamine D. Alors ce qui est intéressant, c'est que des études épidémiologiques ont fait le lien entre latitude, c'est-à-dire plus vous êtes vers le pôle, et bien plus vous avez de cancer du côlon, du poumon, de la prostate et du sein. Donc vous voyez, il y a une relation linéaire significative par rapport à ces cancers, montrant bien qu'il y a un lien entre exposition au soleil, synthèse de vitamine D et cancer. Alors ça, ce sont des analyses épidémiologiques, mais d'autres analyses qui sont en fait d'intervention randomisée, c'est-à-dire que ici on voit qu'il y a beaucoup plus de cancer lorsqu'il n'y a pas de vitamine D. Par contre, on a montré que si on donne une certaine quantité de vitamine D par jour, on peut réduire jusqu'à 77% des cancers. C'est énorme. Okay. Regardez, alors le problème, c'est que les taux de vitamine D qui protègent du cancer n'ont rien à voir à ceux qui protègent de l'ostéoporose. Et donc, pour l'instant, les normes sont complètement pas en fonction d'une protection. Donc, on considère que de manière optimale, et demandez ça à votre médecin, votre taux de vitamine D doit être entre 50 et 70 nanogrammes par millilitre. Si vous voulez avoir une protection cardiovasculaire et contre le cancer, entre 70 et 100. Et alors, le problème, c'est que beaucoup de médecins sont sensibles, parce qu'on en parle de plus en plus, et à la limite, ce sont les patients. C'est vous qui allez solliciter votre médecin en disant « Tiens, docteur, et ma vitamine D ?» Ah ben, je vais vous en donner, même sans vérifier. Ou bien, je vais vérifier et je vais vous en donner. Le problème, c'est que pour ces patients-là, peut-être ils ne vont pas la prendre, il faut vérifier.
Ça ne sert à rien de prendre ou de donner une vitamine de la prendre si vous ne vérifiez pas que le patient l'absorbe. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'absorbent pas bien la vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, et beaucoup de patients n'absorbent pas bien les graisses. Et donc on doit faire une médecine beaucoup plus intégrative qui prend en compte tous ces éléments. En pratique, pour terminer, je voudrais vous laisser avec un protocole pour réduire de 50% votre risque de cancer ou de récidive. Alors, il est évident que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que ça devienne une routine. Mon épouse me dit toujours, c'est la routine qui tue. Moi, je vous donne une routine qui vous fait vivre. Premier point. Paraît idiot, mais je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais je peux vous expliquer tout le cheminement biochimique et moléculaire qui fait que si vous mastiquez pas bien, vous mangez stressé et que vous mangez rapidement, bien vous augmentez vos risques de cancer, notamment via une augmentation de l'inflammation. Donc prenez le temps de manger, vous le valez bien. Vous le valez bien. Vous prenez le temps de vous asseoir et parfois mes patients, je demande tiens, vous mangez vite. Alors on dit non, je suis toujours la dernière à table. Et le mari qui dit mais c'est parce que tu parles tout le temps. Donc c'est pas être à la dernière à manger, c'est prendre le temps de bien mastiquer. Mangez beaucoup de légumes et de fruits. Normalement, nous sommes programmés pour que 50% de ce qu'on mange soit des fruits et des légumes. Et j'insiste que ce soit des fruits et légumes de saison. Il a été montré qu'il y a une valeur santé de manger et de consommer des produits qui ne sont pas générés plus loin que 50 km de votre domicile, de saison et de proximité. Sans pesticides, on va en parler. Manger du poisson gras 3 fois par semaine, 150 mg. Alors le gras, c'est le saumon, les sardines, le hareng. Oui, 3 fois, madame, je suis désolé, 3 fois. Hein. Il y a plein de recettes délicieuses qui fait qu'on peut en manger 3 fois. Ça peut être congelé, ça peut être donc frais, bien entendu, ou éventuellement en boîte. Les plus petits poissons sont susceptibles d'avoir moins de métaux lourds et de mercure qui vont notamment être des poisons des mitochondries. Limitez la viande rouge à 3 fois par semaine. Essayez d'avoir de la viande bio. Une fois, excusez-moi. C'est pour voir si vous étiez attentif. Parce que quand on arrive à la fin, vous pourriez être distrait. Donc, très bien. Donc, une fois par semaine, et essayez d'avoir de la viande bio. Par exemple, vous savez que le problème de la viande de cheval, dont on a parlé beaucoup à sa médiatique, ce n'est pas un problème que c'est du cheval. Hein. La viande de cheval, elle est géniale pour l'âme, elle est très peu parasitée, etc. Le problème, c'est que ces chevaux sont malades, qui sont bourrés d'anti-inflammatoires et qui ont donné des anti-inflammatoires. Et je vais vous dire un truc, l'anti-inflammatoire inapproprié crée de l'inflammation. Et l'inflammation crée le cancer, je vais le montrer. Donc voilà, limiter. Éviter les huiles qui sont les sources prépondérantes d'oméga 6, c'est-à-dire le tournesol, l'arachide, le maïs, et éviter les fritures, bien sûr. En général, une huile qui fume est une huile toxique. Une huile qui fume est une huile toxique. Okay. Préférez les huiles de colza, olive et soja. L'olive n'apporte pas d'oméga 3, mais des oméga 9, mais qui ont un bienfait intéressant. Mais surtout, l'huile d'olive est bonne pour la santé parce qu'en plus des oméga 9 qui fluidifient les membranes, il y a des polyphénols, notamment des terpènes, qui sont responsables de la couleur verte, qui sont de puissants antioxydants. Préférez les aliments bio, pour autant qu'on puisse leur faire confiance aux producteurs. Ben, ouais, exactement. Voilà, quoi. Je ne peux pas les vérifier, mais bon, préférez les aliments bio. Faites attention, parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a pas tellement longtemps de ça, près de l'autoroute, là, il y avait, je ne sais pas si c'est du côté d'Ouray, du côté de Visé, on s'était rendu compte que les pauvres habitants qui cultivaient leur jardin, il y avait tellement de toxines dans le sol qu'ils s'intoxiquaient. Okay, donc ne croyez pas parce que c'est vous qui le faites que c'est bon. Il faudrait avoir une certitude que le sol dans lequel on est, et le professeur Charlie du CHU avait fait des analyses toxicologiques assez terrifiantes. Okay. Alors évitez les sucres rapides et féculents raffinés. Okay. Parce que ça va vous faire grossir, ça va donner de l'inflammation. Préférez les sucres lents et les féculents complets. Vérifiez et optimisez votre taux de vitamine D. Donc non seulement demandez qu'on le contrôle, supplémentez-vous s'il le faut et vérifiez que la supplémentation fonctionne. Okay.
Alors, pour des raisons qui sont plus biochimiques, mais qui sont importantes, parce que le cuivre est un élément important pour l'angiogenèse. S'il n'y a pas de cuivre, les cellules ne savent pas en produire, ne savent pas faire des vaisseaux. Vous demandez à votre médecin de tester votre taux de cuivre, et s'il est trop élevé, essayez d'éviter les aliments qui en contiennent, notamment le chocolat à l'excès, les lentilles et les organes comme éventuellement les tripes et autres. Vérifiez et optimisez vos taux de sélénium et de zinc. Alors le sélénium est important parce qu'il participe à la défense antioxydante au niveau des mitochondries, et pour avoir le taux de sélénium nécessaire par jour, vous mangez 2 noix du Brésil. Il ne faut pas aller au Brésil, hein, dans les grandes surfaces. Hein. Voilà, je le mets parce que beaucoup de mes patients me disent c'est quoi les noix du Brésil? C'est des cajous, c'est des noix de Grenoble, etc. Et le zinc est indispensable pour l'immunité. À partir de 40 ans, on a au moins 60% de la population qui est carencée en zinc. Et le zinc, on l'a notamment dans la volaille, dans les noix et dans notamment les graines de soja. Maintenir un taux d'homocystéine qui reflète que vous avez suffisamment de B9, de B12 et que vous réalisez une bonne régulation épigénétique aux alentours de 7 microns. Et une activité physique modérée, ludique et régulière. J'ai été trop vite. Mais il n'y a pas d'examen après, hein, les enfants. Hein. Quoique, finalement, ne pas fumer, bien sûr. Ne pas s'exposer trop au soleil. Bien dormir. Se relaxer. Offrez-vous des moments, vous le méritez bien, vous le valez bien, de détente. Amusez-vous, riez. Le rire, on a montré, mes enfants, que lorsque vous riez, si on fait une prise de sang 1 heure après, vos cellules tueuses et cellules cancéreuses et cellules NK sont augmentées. Si vous disputez avec votre conjoint, votre enfant ou bien votre patron grave, le lendemain, vos cellules NK sont effondrées. Il y a donc des émotions. Alors, justement, comme je vous aime bien, je vous offre l'opportunité d'augmenter vos NK en vous invitant au Cabaret Télévis que nous organisons le 14 mars au Trocadéro. C'est un spectacle complet et c'est sur le thème USG's Got Talent. C'est beaucoup mieux que l'émission sur RTL, même si RTL... D'ailleurs, ils ont décidé de venir filmer tellement qu'ils étaient jaloux. Et donc, ce sont des professeurs, des étudiants, du personnel, donc il y a vraiment tout le monde qui s'y est mis. On a eu d'ailleurs beaucoup trop de candidats, on a dû faire des présélections. Ah oui, non, on devient professionnel. Hein. Et alors Miss Belgique a décliné, mais donc il y aura quand même une jolie collaboratrice qui présentera avec moi. Et donc dépêchez-vous, hein, et il y aura des petites informations sur le côté en sortant. Et enfin, aimer et être aimé, c'est important, je vous le souhaite à tous bien sûr. Alors, le Télévis, pourquoi? On a commencé le Télévis 25 ans, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on donne de l'argent, on donne, est-ce que ça vaut? Je vais vous montrer des résultats remarquables qui sont liés à la recherche sur le cancer, qui est l'évolution de l'espérance de l'enfant qui a une leucémie après 5 ans. Cette évolution, elle est liée exclusivement aux bienfaits de la recherche. En 1962, quand vous aviez 100 enfants qui présentaient une leucémie, 5 ans après, voilà ce qu'il en restait. 4%. Il y avait 96 enfants qui ne didn't make it, ils mouraient. En 2012, sur 100 enfants qui ont la leucémie, dans 5 ans, voilà le nombre qui sont toujours en vie. On est passé de 4 à 92%. Et c'est pour des choses comme ça que nous, on continue à se battre, on y croit et on veut vraiment continuer parce que c'est 8 enfants qui meurent, c'est encore 8 enfants de trop. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin. Je vous remercie de tout cœur de votre écoute, de votre générosité. Je vous souhaite une belle et longue vie et à très bientôt, j'espère, et notamment le 14 mars. Merci.